On partage un café? Bonjour, bienvenue à Un café avec votre député Éric Lefebvre. Bonjour Éric. Salut Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va bien toi? Excellent, très très bien, merci. Un petit tour d'horizon des récentes annonces qu'il y a eu dans la région. Une très belle annonce, puis c'est un travail de longue haleine, je le sais, celui-là il est important. Ouais, on l'a vraiment. travaillé, puis on est vraiment heureux. Ouverture d'un GMFU à Victoriaville. Oui. Grosse annonce pour le CIUS-MCQ, un dossier qu'on travaillait depuis longtemps. GMFU, qui veut dire le groupe de médecine familiale universitaire. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, on va avoir des étudiants en médecine. À la fin, on appelle ça faire la résidence, quand on est à la fin du processus, qui vont venir ici à Victoriaville faire leur résidence universitaire à Victoriaville. Alors, c'est un projet qu'on travaille depuis longtemps. Très, très heureux. On a présentement 3 résidentes qui sont là, mais on pourrait monter jusqu'à 12 résidentes présentes ici à Victoriaville. Et naturellement que ça va soulager là, la liste d'attente. On le sait, les gens, là, pour avoir un médecin de famille, c'est difficile, on travaille fort. Et ça va être une belle piste de solution. Puis, je le dis tout le temps, là, nos jeunes médecins qui s'en viennent ici comme résidents, résidentes, naturellement qu'ils vont apprendre à apprécier la région. Ah oui. Ils vont peut-être se faire un conjoint, une conjointe ici. Donc, les chances après qu'on puisse les garder ici, les chances sont meilleures. Alors, très, très bonne nouvelle d'avoir maintenant un GMFU ici sur le territoire. Parfait. La diagonale des fous inclusive qui a été réussie par le réseau Autonomie Santé. Une histoire de fou. Oui, vraiment. Écoute, ça, c'est une groupe de vingtaine de coureurs. Il y avait leur capitaine courage, mon grand ami Samuel Saucier. Samuel qui est un exemple de détermination, de courage. Samuel qui est atteint d'une maladie incurable, qui est en fauteuil roulant. Mais c'est un jeune homme qui est tellement courageux, qui est présent partout. Et ces gens-là ont fait 100 km de distance avec un dénivelé de 5000 mètres à l'île de la Réunion. C'est un exploit. Ils se sont entraînés là, pendant plus d'1 an ensemble à bâtir l'esprit d'équipe dans des situations qui étaient complètement folles, ça le dit, le diagonale des fous. Mais ils ont réussi l'exploit. Alors, bravo à tous ceux qui ont participé à cet événement-là et de démontrer l'inclusivité qu'on fait ici à Victoriaville. Et c'est tout un message que Samuel a démontré en participant à cet événement-là avec toute l'équipe. Alors, bravo encore une fois à toute l'équipe. Tout à fait. Pelleté de terre dans l'écoparc industriel, solution V2G, donc qui a procédé à cette annonce. Oui, absolument. Un bel investissement de mon ami Alain Tourigny, un investissement là, de plus de 8,4 millions. Ça va être le bâtiment qui va être le plus vert de la région avec des normes très, très élevées. Alors, Alain voulait avoir le plus haut standard là, disponible présentement au niveau des bâtiments. Et ça se passe ici à Victoriaville grâce au dynamisme de nos entrepreneurs comme Alain Tourigny ici de Victoriaville. Alors, des partenaires comme Caisse des Jardins, BDC qui ont participé. Naturellement, la Corporation de développement économique, la Ville, Investissement Québec. Alors, un beau partenariat de tout ce monde-là pour cet investissement-là. Exact. Une annonce que j'ai participé moi aussi, puis écoute, il n'y avait pas ça dans mon temps. Dans les écoles, là, les classes extérieures, donc le Centre de services scolaires des Bois-Francs, qui a inauguré une classe extérieure à l'école Notre-Dame de l'Assomption. Oui, vraiment. Puis tu l'as dit, Pierre-Luc, tu sais, c'est une nouvelle vague là, présentement. Ici, notre commission scolaire et notre centre de services scolaires est très, très dynamique, proactif. On a maintenant plusieurs écoles qui sont maintenant dotées d'une classe extérieure. Et de la manière dont ça fonctionne, dans le fond, c'est que les professeurs vont réserver des plages horaires pour sortir avec les élèves à l'extérieur. Ça amène une nouvelle dynamique. Ça permet aux élèves d'aller prendre l'air, d'avoir un autre milieu qui sort un peu de l'ordinaire de leur classe actuelle. Alors, un projet, encore une fois, de 850 000 $ pour l'école Notre-Dame de l'Assomption. Puis, on a déjà fait plusieurs écoles de ce côté-là avec des classes extérieures. Alors, très, très heureux d'avoir participé à cet événement-là également. Tout à fait. Maintenant, il va falloir s'habituer. La CDEVR qui change de nom, nouveau logo. Donc, Destination Entreprise Victoriaville et sa région. Oui, absolument. CDEVR, Destination Entreprise Victoriaville et sa région. Ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un nom qui est plus représentatif, qui explique un peu mieux
qu'est-ce que peut faire Destination Entreprise. Donc, ça le dit, service aux entreprises direct et une panoplie de services qui peut être offert là, avec une équipe des plus dynamiques chez Destination Entreprise Victoriaville et sa région. Alors, bien heureux. Puis, au passage, je veux faire un clin d'œil à Frédéric Boisvert, qui était notre directeur général, qui nous a quittés pour la Chambre de commerce de Québec. Frédéric a fait un travail colossal pour les années qu'il a été ici à Victoriaville, au sein de la CDEVR à l'époque. Le changement de nom s'est fait juste avant son départ. Et je tiens à le remercier pour tout le dynamisme et le virage qu'il a fait prendre à notre développement économique ici dans la région. Et je lui souhaite le meilleur des succès pour la suite du côté de la Chambre de commerce de Québec. Maintenant, dans les prochains instants, Éric, tu vas prendre un café avec des invités. On va avoir Mathilde de La Rochelle et Audrey-Anne Lecourt d'Action Toxicomanie et également Hugues Laroche du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Alors, tel que convenu, mes deux premières invitées à l'émission aujourd'hui, Mathilde La Rochelle, directrice générale adjointe, et Audrey-Anne Lecourt, coordonnatrice clinique chez Action Toxicomanie. Bon matin à vous deux. Bon matin. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. À toi. Mathilde, tout d'abord, si on parle de la mission d'Action Toxicomanie, qu'est-ce que c'est? Oui, bien en fait, notre mission, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie puis prévenir les dépendances chez les 10 à 30 ans, tout en soutenant en fait les proches et les parents de ces jeunes-là, puis partout en Mauricie et au centre du Québec. Mauricie, centre du Québec. Oui. Combien d'employés au sein d'Action Toxicomanie? On a en fait 30 employés chez Action Tox, là, incluant 2 à 3 stagiaires environ là, par session. Fait que c'est 30 employés. Ici, là, Arthabasca et Rams, on parle d'à peu près 13 employés. Puis partout, Mauricie-Centre du Québec, 30. Ouais. OK. Audrey-Anne, coordonnatrice clinique. Toi, tu es sur le terrain avec ton équipe? Oui, vraiment. Mon rôle à moi, c'est de m'assurer de la qualité des services offerts par Action Toxicomanie, s'assurer aussi de développer tout ce qu'il faut, dans le fond, pour répondre aux besoins émergents, les tendances émergentes. S'il y a un domaine où ça bouge beaucoup, c'est bien le domaine de la dépendance. Ouais. Donc, on doit s'adapter et s'assurer vraiment de répondre au maximum des besoins. On rejoint environ 1800 jeunes en suivi individuel at large par année. C'est beaucoup de jeunes qu'on rencontre en individuel, beaucoup aussi en atelier. On prendra le temps de décortiquer tout ça, toute l'offre de services, mais c'est large nos actions chez Action Tox. Et également dans les écoles, vous allez faire de la sensibilisation dans les écoles. Tout à fait. Dans le fond, le point de départ de notre travail, nous, s'actualise vraiment dans les écoles primaires et secondaires de toute la Mauricie et le centre du Québec. Donc, ça commence vraiment avec des ateliers en classe. On déploie un programme qui s'appelle Développe Action, un programme que nous avons fait chez Action Toxicomanie et que c'est le programme en prévention le plus vendu au Québec, même au Canada. Donc, on est quand même très fiers de ça. Ces ateliers-là visent vraiment à développer les compétences des jeunes, à s'assurer qu'ils puissent prendre de meilleures décisions en matière de consommation ou d'utilisation des écrans. Souvent, quand on parle d'Action Toxicomanie, on pense aux substances, mais on travaille très, très fort aussi à sensibiliser les jeunes à l'utilisation des écrans. Et dans le fond, on les outille via les ateliers. Ces ateliers-là peuvent amener des réflexions chez les jeunes, peuvent amener aussi des questionnements. Donc, ces jeunes-là peuvent venir à la rencontre des intervenants parce que dans toutes les écoles, nous avons un intervenant qui a un bureau, au même titre que la psychologue de l'école et tout ça. Donc, on va accueillir ces jeunes-là, être à l'écoute d'eux, puis ensuite de ça, s'assurer d'offrir des services en fonction de chacune de leurs particularités. T'sais. Puis sûrement qu'au début, la première chose à faire, ça doit être de créer une relation de confiance avec les jeunes, avec l'intervenant. C'est le point de départ. Ouais. On a la chance, chez Action Toxicomanie, d'être un organisme communautaire et d'avoir à cœur le rythme des jeunes. Donc, la première rencontre, souvent, c'est une rencontre où on ne sort pas tous les documents, la paperasse, on prend le temps d'écouter parce que c'est ça. C'est qu'ils arrivent, on peut pas généraliser, ils arrivent tous avec chacun des besoins différents. Leur bagage. Donc, on doit s'assurer vraiment de prendre acte de ça. Ensuite de ça, de prendre le temps de bien les évaluer pour voir la gravité de leurs problématiques, puis orienter ensuite nos interventions en fonction de cette gravité-là. Action Toxicomanie, c'est le point de départ d'une trajectoire de services en prévention des dépendances en Mauricie au centre du Québec. On travaille en étroite collaboration avec les services en dépendance du CIUS, du CLSC, eux qui font que des jeunes qui ont de plus graves problématiques. Nous, on donne des couleurs, vert, jaune, rouge. Le CIUS s'occupe essentiellement des rouges. Nous, on fait les verts, les jaunes et les rouges qui ne veulent pas y aller. On ne peut pas les obliger à y aller. Donc, on va maintenir la relation avec ces jeunes-là, travailler en entretien motivationnel
pour qu'ils puissent adhérer au bon niveau de soins. Donc, c'est vraiment une question de rythme et de chaleur, d'accueil. C'est super important pour Action Tox. Ben oui, ben bravo. Merci. Octobre dernier, gros événement, nouveaux porte-parole, nouveaux outils qui ont été lancés. Mathilde, peux-tu nous parler tout d'abord du nouveau porte-parole d'Action Tox? Bien, on avait envie d'avoir quelqu'un, en fait, qui représentait bien les saines habitudes de vie. Fait qu'il s'agit de Steven Sudercellus, qui est un athlète, en fait, plus précisément du saut en longueur. Okay. Fait qu'il a tout son parcours à lui, là, puis il a une bonne résilience, vraiment, là, un beau bagage. Puis il est proche des jeunes, il adore ça. Fait qu'on l'a avec nous là, pour la prochaine année. Il va faire des apparitions dans les écoles, là, dans certaines écoles pour les semaines de prévention. Je pense qu'il va faire une conférence également dans un de vos événements. Oui, tout à fait. On a un colloque qui s'en vient en octobre 2025, fait qu'il va faire une conférence avec nous. Ouais. OK, super. Et les nouveaux outils de prévention qui ont été développés également, pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, bien, je vous disais d'entrée de jeu qu'Action Tox cherche toujours à s'adapter aux nouvelles tendances. Vous voyez apparaître dans les établissements d'enseignement secondaire de plus en plus de programmes de type e-sport. C'est vraiment des programmes où des jeunes qui ont à cœur l'intérêt tourné vers les jeux vidéo. Il y a des programmes spécifiques. Nous, on a vu poindre ça dans plusieurs établissements, puis on se disait, peut-être qu'on pourrait offrir davantage à nos milieux pour qu'ils se sentent mieux outillés. Donc, la trousse e-sport, c'est vraiment destiné aux écoles où il y a des programmes e-sport, mais aussi dans les écoles où, par exemple, on a fait le choix du sans-papier, où il y a des Chromebooks, les jeunes ont accès à la technologie. Donc, ça, plusieurs volets. Un volet destiné aux jeunes, une conférence, un atelier pour amener les jeunes à s'outiller, puis aussi à pouvoir s'auto-évaluer par rapport à leur utilisation. À quel moment là que je suis en train de basculer? On a aussi un offre de service pour tout le personnel enseignant qui gravite autour de ces jeunes-là pour qu'ils puissent, eux, les repérer, savoir comment intervenir auprès de ces jeunes-là qui sont en train de basculer. Pour les parents, une conférence dédiée aux parents qui ont des enfants qui sont dans ces programmes-là. Toutes sortes d'outils, vraiment, là, tu sais, de sensibilisation. On a fait aussi appel à une artiste locale, Elisabeth Mercier, qui a fait des autocollants, qui fait la promotion des saines habitudes de vie. Ça dit, à quelque part, les images parlent d'elles-mêmes. Tu sais, qu'est-ce que tu es en train de mettre de côté au profit des écrans? Va donc jouer dehors, prends donc le temps avec tes parents. Donc, c'est toutes sortes d'outils comme ça pour promouvoir les saines habitudes de vie puis outiller tous les acteurs qui gravitent autour des jeunes. C'est vraiment une problématique, l'utilisation des écrans, le temps d'écran. On est très sensible à ça du côté de l'Assemblée nationale. Je pense que vous avez même participé à une commission parlementaire. Vous êtes venu justement là, nous informer de ça. Alors, il y a toujours un côté positif aux écrans. Je pense que c'est un outil qui est important, mais il faut faire attention pour ne pas basculer là, dans l'utilisation extrême. Puis c'est ça un peu qu'on a un peu de difficulté présentement, comment encadrer nos jeunes pour l'amener d'utilisation. Je veux vous amener sur un article qui a passé dans Le Devoir, qui est sur la consommation là, à l'école, un jeu d'enfant. C'est un peu troublant là, quand on voit là, par rapport au THC, le pourcentage qu'on retrouve dans la rue, là, on parle de 95 %. Puis juste pour les gens à la maison, là, quand on parle de cannabis qui est vendu à la SQDC, on parle de 30 %. Donc, c'est 3 fois plus fort ce que les jeunes peuvent retrouver dans la rue. C'est troublant de voir également là, toutes les nouvelles drogues là, que vous pourrez peut-être pouvoir me parler, mais qui sont avec des concentrations qui sont rendues extrêmes. Là. On me parlait, là, je parlais avec des policiers au niveau du fentanyl, qu'il y a des jeunes qui décèdent avec cette consommation-là. Mais là, qu'il y avait une nouvelle drogue qui est arrivée sur le marché, puis qui était là, de mémoire là, quasiment 10 fois plus forte que le fentanyl. Exact. Là, tu dis, c'est où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce que ça va arrêter? Puis c'est la vie de nos jeunes qui en dépendent. Là. Exactement. Vous avez raison, M. Lefebvre, de préciser la toxicité des produits. Les tendances changent, les profils de consommateurs changent, les modes de consommation. Quand je parle de mode de consommation, on n'a rien qu'à penser au vapotage. Le vapotage de nicotine, le vapotage de THC, la wax pen, c'est du THC vapoté. C'est venu insuffler chez nos jeunes une espèce d'impression que c'était à moindre risque. Consommer par vapotage, c'est moins risqué. Donc, nous, tous ces profils-là, toutes ces nouvelles tendances-là, on est vraiment au parfum de ça, on le voit, et vous avez raison. La toxicité des produits, c'est majeur. Les jeunes commencent avec des substances, juste pensez à du 20 mg de nicotine dans la vapoteuse. C'est immense. C'est 2 paquets de cigarettes.
en une consommation. Oui, tu sais, c'est intense. Donc, on a vu quand c'est arrivé tout ça, toutes sortes de situations où les jeunes vivaient des surintoxications liées à la nicotine. Et cette tendance-là s'est transposée dans la wax pen. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs substances sur le marché? Il y en a des drogues, il y en a toujours des drogues, mais ce qui les caractérise en ce moment, c'est leur toxicité. Donc, pourquoi la pertinence d'aller vers les jeunes, de leur en parler, de leur expliquer ça, de parler aussi d'influence, parce que souvent, ce sont des substances qui s'explorent dans des contextes d'influence. Ouais, on est dans un party, on a pris un verre, on est un petit peu plus inhibé, on expérimente des choses. Donc, avec les jeunes, on amène à prendre ce pas de recul-là, à savoir comment s'affirmer, à mieux comprendre qu'est-ce que c'est aussi, parce que c'est plus vrai que jamais. On va expérimenter peut-être une substance, mais cette substance-là, elle contient quelque chose qui a vraiment des hauts risques. Au niveau de la santé physique, oui, mais on ne parle pas assez de la santé mentale chez nos jeunes, les impacts de ces substances-là. Des séquelles qui Exactement. peuvent être permanentes. Là. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça notre travail au quotidien, de transmettre de l'information juste, d'être à l'affût des tendances. On a des intervenants sur le terrain qui posent des questions aux jeunes qui sont intéressés à savoir, mais savez-vous qu'est-ce que vous consommez? Selon vous, qu'est-ce que vous consommez? Ils sont habités par tellement de fausses croyances et les plateformes numériques, les réseaux sociaux, les influenceurs de ce monde-là contribuent aussi à nourrir ces fausses croyances-là. C'est difficile pour vous de défaire tout ce qui est sur les réseaux sociaux, influenceurs de mauvaise influence qui parlent à ces jeunes-là. Oui, quand vous parlez d'outils, tout ça, ça fait partie on est en train de bâtir un atelier qui est spécifiquement lié à la désinformation pour que les jeunes puissent être en mesure de diversifier leurs sources, de un peu contrecarrer l'effet des algorithmes. Donc, à chaque année, on sort du nouveau matériel pour s'assurer que les jeunes soient en mesure de prendre de meilleures décisions. C'est notre cheval de bataille. Bien, merci à vous deux de votre présence. Je sens toute la passion qui vous habite pour être auprès de nos jeunes. Je tiens à ce que vous remerciez chacun et chacune des intervenants qui fait le travail auprès de notre jeune. C'est tellement important parce que à l'âge où les jeunes commencent à consommer, là, moi j'appelle ça le solage d'une vie, là, c'est là que ça débute. Et d'avoir des intervenants en qui ils peuvent avoir confiance, ça donne un solage qui est solide, puis des bonnes bases pour pouvoir après ça bâtir leur vie. Alors merci à vous pour le travail que vous faites auprès de nos jeunes. C'est un plaisir. Merci. Merci. Alors, comme deuxième invité aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Hugues Laroche, responsable des bénévoles et des communications au Carrefour d'entraide bénévole. Hugues, bon matin. Salut Éric, ça fait plaisir d'être ici. Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait tellement drôle d'être avec toi, mais qu'on a échangé un peu nos rôles. Nos rôles, hein, c'est ça. Pour les gens à la maison qui ne le savent pas, Hugues a été très, très longtemps journaliste ici dans la région. Donc, vous comprendrez que dans mon rôle d'élu, c'était plutôt Hugues qui me posait les questions. Alors, très heureux de changer les rôles aujourd'hui, mon ami. Et je suis prêt. Hey, Hugues, tout d'abord, si on parle de l'historique du Carrefour d'entraide bénévole. Le Carrefour d'entraide a été fondé en décembre 1977. C'était des gens de la région qui voulaient mettre en place une structure afin d'offrir différents services qui favorisent le maintien à domicile des personnes. Okay. Donc, au fil des ans, ça s'est développé et on a célébré nos 45 ans il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Ben oui, c'est ça, déjà 45 ans. Et au niveau des services, il y a plusieurs services qui sont offerts. Effectivement, on a vraiment centré notre offre de services en soutien de la population vers le maintien à domicile. Donc, on va avoir des services comme l'accompagnement de transport, l'audiothèque, les menus travaux, les services de popote. On a la popote congelée et la popote roulante. On a également les travailleurs du milieu auprès des aînés. On a les visites amicales et on a le service d'appel automatisé Sécuricab. OK. Et quand on parle de menu travaux, là, ça, c'est un nouveau programme qui a été ajouté cette année. Là. C'est un programme qui est en sa deuxième année, très exactement. Okay. C'est des bénévoles qui vont accepter d'aller faire des petits bricolages à la maison chez des personnes qui vivent avec pas beaucoup d'entourage, puis qui ont des petites affaires à faire, mais que c'est peut-être pas évident de trouver un professionnel qui va venir faire ça. Ouais. Je donne toujours un exemple. Une personne, la tablette dans son garde-robe est rendue trop haut. Et plus capable. Donc, un bénévole est allé, il a baissé la tablette au niveau que la dame voulait. Donc, c'est ce genre de petits travaux-là qu'on va offrir et qui facilite la vie des gens et qui encourage aussi la capacité de rester à domicile.
Oui. Puis quand on parle de popote congelée, peux-tu nous en parler un peu? Ça aussi, c'est intéressant. Là, La popote congelée, c'est un service de livraison de repas congelés. Et les gens ont différents choix. Ils ont 19 choix de plats principaux. Il y a des soupes qui peuvent se rajouter et aussi des desserts. Et là, les gens commandent ce qu'ils ont envie. Ils peuvent prendre 4 fois le même plat, en rajouter 3 autres. Bref, il y a toute une combinaison possible et c'est toujours livré à domicile. Donc, ça, c'est vraiment là, un service pour des gens qui commencent à avoir de la difficulté à s'offrir, à se faire à manger, qui sont en perte d'autonomie, parce que c'est un des critères principaux pour avoir nos services, c'est être en perte d'autonomie, que ce soit temporaire ou permanent. Donc, c'est vraiment donner un coup de pouce aux gens, encore une fois, pour les repas, pour favoriser leur maintien à domicile. Et là, ils peuvent commander pour une semaine, par exemple. Ils peuvent commander effectivement pour une semaine. En fait, la limite, c'est la grandeur de leur congélateur. OK, OK. Et si tu me parles un peu de l'accompagnement transport, parce que ça aussi, c'est intéressant, là, par exemple, pour des rendez-vous à l'hôpital ou des choses comme ça. Effectivement, l'accompagnement transport, c'est un service dans lequel nos bénévoles vont accompagner des gens à les rendez-vous essentiels. Et le mot-clé, c'est le mot accompagnement, c'est pas le mot transport. Les gens qu'on va desservir, c'est des personnes qui ont besoin soit d'un support physique, soit d'un support moral pour se déplacer. Ils ont besoin d'être accompagnés. C'est-à-dire que notre bénévole ne laissera pas la personne en face d'une clinique ou de l'hôpital. Il va vraiment aller avec la personne à l'intérieur de l'édifice, va la laisser aux intervenants qu'elle doit rencontrer, va patienter sur place et va revenir ensuite à la maison avec la personne. C'est vraiment l'accompagnement qui compte. Oui, absolument. Et en parlant d'accompagnement, au niveau des statistiques, j'ai été vraiment impressionné par le nombre d'heures, le nombre de bénévoles. Peux-tu nous parler un peu des statistiques? En 2023-2024, nos bénévoles ont réalisé 23 784 heures d'implication, ce qui est incroyable. Et c'est une hausse de 14 par rapport à l'année précédente. On a desservi 688 personnes différentes. Tout ça grâce à l'implication d'à peu près 170-175 bénévoles. 175 bénévoles qui s'impliquent au Carrefour. C'est incroyable. Et j'aimerais ça, Hugues, également, les téléspectateurs à la maison qui nous écoutent puis qui se disent « Hey, j'aurais le goût de m'impliquer, j'aurais le goût d'être bénévole. » Comment on fait pour te rejoindre pour faire partie de cette belle équipe-là? C'est assez facile. La première chose, peut-être, est de vérifier c'est quoi exactement nos besoins au moment où vous êtes intéressé à vous joindre à nous. Parce que ce n'est pas tous les services qui ont des besoins à combler en frais de bénévoles. Actuellement, on a 3 services là, où on cherche un peu plus de monde. L'accompagnement de transport, parce que les demandes sont toujours à la hausse. Et les menus travaux, des gens qui sont un peu à l'aise pour faire du bricolage. Pas besoin d'avoir des diplômes en construction. Il faut juste être quelqu'un qui est débrouillard un peu. C'est un peu ce que vous faites habituellement à la maison. Là. Changer une pôle à rideau, des choses de même, monter un petit meuble Ikea, des trucs comme ça. Et donc, l'accompagnement de transport, les menus travaux et aussi les visites amicales. Dans ce service-là, notre bénévole est jumelé avec une personne qu'elle doit aller rencontrer une fois ou 2 semaines. C'est des visites d'agrément, c'est des visites pour briser l'isolement de ces personnes-là. Et ça, là, c'est tellement important, Hugues, pour avoir fait, là, au cours des 20 dernières années, plusieurs campagnes électorales, puis d'aller dans des endroits où ce que les gens me disaient que dans mes visites de campagne, j'étais la seule visite qu'il y avait eu depuis des mois. Ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Alors ça, c'est un volet qui est très important. On a souvent ces témoignages-là que notre bénévole qui va soit accompagner quelqu'un à un rendez-vous, soit aller lui livrer un repas, c'est la seule personne que le bénéficiaire va voir dans la journée ou dans la semaine. Tu me parlais tantôt pour qu'est-ce qu'on fait pour devenir bénévole. Bien, je pense que tout le monde peut l'être bénévole. Il faut juste avoir le goût de le faire. Au Carrefour, l'entraide bénévole, c'est sûr que nous, on travaille avec une clientèle qui est vulnérable. À ce moment-ci, le premier critère à respecter, c'est de n'avoir aucun antécédent judiciaire. Par la suite, on a un processus de sélection qui est quand même assez rigoureux parce que on travaille avec des gens qui sont vulnérables. Donc, il faut s'assurer de la probité de nos bénévoles et s'assurer que, comme on dit si bien les plus jeunes, il faut que ce soit du monde sur la coche. Il faut avoir des gens qui sont bienveillants, qui ont un grand cœur. Mais en même temps, je suis sûr que quelqu'un qui a 1 heure, 2 heures à donner par semaine, vous allez le prendre là, dans le sens que... C'est l'essence même du bénévolat. Il faut que... moi j'ai trouvé une façon de l'illustrer en trois concepts. Le premier, c'est tes choix. C'est à toi de choisir dans quel genre d'organisation, quel type d'implication que tu veux faire. Il faut que tu trouves quelque chose dans lequel tu vas être à l'aise. Le deuxième concept ou deuxième idée, c'est
faut que tu y ailles selon tes disponibilités. C'est ça qui détermine le rythme que tu veux donner à ton implication. Est-ce que tu es disponible quelques heures? Est-ce que tu veux t'impliquer un peu plus à fond? C'est à toi de décider. Il faut toujours que tu gardes à l'esprit que tu dois avoir la possibilité de dire non quand on t'appelle pour une occasion ou quoi, parce que ne faut pas que ça devienne un boulet, le bénévolat. Absolument. Troisième idée très importante, il faut que tu aies du plaisir à ce que tu fais. Ouais. Parce que c'est quoi du bénévolat, finalement? C'est poser une action envers autrui, un organisme, un événement, sans attendre de rémunération. Tout le monde en a fait du bénévolat, je suis convaincu. Ne serait-ce qu'aider son voisin à rentrer son bac de compost ou du chemin, le ramener, c'en est une forme de bénévolat. Ouais. C'est du bénévolat non structuré. Nous, ce qu'on offre, c'est du bénévolat structuré. Fait que les gens ils ont vraiment l'opportunité de choisir. Faites-le parce que les besoins sont immenses. Oui. Puis on a le privilège ici d'avoir une région qui est très dynamique, très active, qui a besoin d'un nombre important de bénévoles. Et le travail que les gens font auprès de notre population les plus vulnérables est incroyable. Hugues, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je tiens, toi aussi, à dire merci à toute ton équipe, mais également à tous les bénévoles qui s'impliquent au Carrefour. Merci infiniment du temps que vous offrez aux personnes les plus vulnérables. Et on le disait, l'objectif, c'est également de garder nos gens à la maison, dans leur milieu de vie. Pour eux, c'est beaucoup plus facile, mais on a besoin de gens pour les accompagner. Tout à fait. Ça fait plaisir, Éric. Merci beaucoup. Au plaisir. Salut. Une très belle émission, Éric. C'était franchement très intéressant. Le mot de la fin? Bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Oui, très belle émission, mais je veux profiter des quelques instants qui restent pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux temps des fêtes, une bonne année 2025. Je vous souhaite la santé et naturellement d'avoir la chance de voir vos proches, les amis, de profiter d'un très beau temps des fêtes. Et j'espère vous croiser très bientôt. Là-dessus, je vous souhaite une très, très bonne semaine. À bientôt. Bye-bye. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.